et les conseils d'État. Donc ça, c'est un rapport majeur qui a été mis en place par la Conférence nationale souveraine et plus tard a été consacré par la Constitution de 2006. Comme nous le savons tous, nous avons constaté l'absence d'une politique adéquate dans le secteur de la justice et surtout la modicité du budget alloué au secteur. Et ceci a des conséquences désastreuses dans le sens où l'administration de la justice par les cours et tribunaux ne se fait pas comme il doit se faire, l'absence de moyens entraînant l'insuffisance de ressources et surtout, non seulement l'insuffisance de ressources matérielles, l'insuffisance de ressources techniques aussi. Donc, après avoir abordé en passant cette évolution de notre loi ou de notre système judiciaire jusqu'à aujourd'hui, je vais souligner encore la création, en dehors de la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État et la Cour de cassation, il y a eu l'innovation dans le secteur du commerce par l'introduction dans notre arsenal juridique, notre système judiciaire, des tribunaux de commerce. Des tribunaux de commerce qui ont pour rôle de gérer les litiges qui sont essentiellement liés à l'exercice du commerce. Donc nous avons eu droit à une juridiction spécialisée et surtout que l'État a adhéré à l'OADA et c'était nécessaire qu'on puisse avoir des tribunaux de l'ordre commercial dans notre arsenal judiciaire. Alors, ceci me pousse à aborder les réformes qui sont intervenues dans le secteur de l'eau. Comme toujours, l'association de mines a commencé à l'État indépendant du Congo, où les ressources naturelles étaient exploitées à l'époque, mais sur base de la loi de 1910. Cette loi qui a été modifiée par celle de 1919, ensuite, mais les deux premières lois ne traitaient que des questions de l'exploitation minière dans la province du Katanga. C'est en 1937 qu'il y a eu l'élargissement de règles d'exploitation minière sur toute l'étendue de la République. Alors, le décret de 1937 est resté en vigueur jusqu'en 1967, où il y a eu une législation, une nouvelle législation en matière minière, et une autre modification s'en est suivie en 1981. Mais il s'est avéré que cette modification n'a pas apporté les attentes du gouvernement, dans le sens où on espérait que la loi de 1981 pouvait améliorer l'exploitation minière et accroître le recette dans le budget de l'État. C'est ainsi que, en 2002, il y a eu une grande réforme par l'élaboration du Code minier de 2002 qui avait principalement pour but d'attirer les investissements étrangers. Et cette réforme a été menée avec le concours de la Banque mondiale. Et nous avons eu à l'époque l'honneur d'avoir travaillé comme consultant national pour l'élaboration du Code minier de 2002. Le Code minier de 2002 a été appliqué pendant plus de 10 ans et son application n'y a pas donné les attentes qui étaient espérées pour ces codes. Il y a eu la modification en 2018. Et cette modification de 2018 avait principalement pour but d'accroître les niveaux des contrôles et de gestion du domaine minier et surtout d'accroître les recettes budgétaires de l'État. Et l'une des raisons aussi, c'était qu'on a considéré que les mines
ne profitait pas aux Congolais et qu'il fallait modifier les codes pour que le mine puisse profiter aux Congolais. Alors, les codes miniers de 2002 étant modifiés par celui de 2018, c'est celui-là qui est en application aujourd'hui, mais comment toutes ces réformes peuvent avoir une conséquence dans l'assainissement du secteur minier? Alors, comme vous le savez, l'exploitation minière est principalement dominée par deux sortes d'exploitation. Nous avons l'industrie minière et l'artisanat minier. Bon, la cohabitation de ces deux formes d'exploitation fait qu'il y a des litiges qui naissent. Et ces litiges naissent comment? C'est principalement l'exploitation artisanale qui vient empiéter sur l'exploitation industrielle. Et vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi on se retrouve devant cette situation, d'autant plus qu'il y a la réglementation. Oui, les codes miniers réglementent les deux sortes d'exploitation, mais nous avons constaté l'absence des zones exclusives, des zones d'exploitation artisanale. Puisque pour faire l'exploitation artisanale, la loi prévoit que les artisanaux puissent se constituer en coopérative et les coopératives sont censées travailler dans les zones dédiées. Et ces zones sont désignées par le ministre des Mines, par arrêté, et ces zones-là sont appelées zones d'exploitation artisanale. Mais donc, en l'absence de ces zones, les artisanaux ont tendance à aller travailler dans les concessions des industriels. Donc, cela pose d'énormes problèmes et c'est à ce niveau-là que devra intervenir la justice. Puisqu'il y a beaucoup de conflits et ces conflits-là font que soit les litiges sont amenés devant les cours de tribunaux et lorsque les litiges sont amenés devant les cours de tribunaux, des décisions qui sont rendues ne rencontrent pas nécessairement la préoccupation des parties en présence. Voilà pourquoi nous suggérons que on puisse remettre à niveau les magistrats et les juges qui sont censés régler des litiges liés au secteur minier. Parce que les codes miniers étant une loi spéciale, la matière étant technique, nous, la recommandation que nous faisons pour arriver à faciliter l'assainissement dans le secteur minier, c'est d'abord, premièrement, il faudra que le magistrat puisse avoir une formation appropriée sur les domaines miniers, sur les modes de fonctionnement des entreprises minières, les techniques ou les montages financiers ou les techniques juridiques qui sont liées à l'exploitation minière dans notre pays. Si ils ont cet outil de formation, ça va permettre à ce que le magistrat puisse dire le bon droit. Mais le mot qui gangrène notre justice font que la plupart des entreprises minières, ils ont tendance à préférer l'arbitrage que les juridictions internes, puisqu'ils n'ont pas confiance à nos juridictions internes. Moi-même, en tant qu'avocat, je vous l'avoue, spécialisé dans le secteur minier, je ne conseille pas mes clients de s'adresser à nos juridictions internes chaque fois qu'il y a un litige. La première chose que je fais, lorsque je rédige un contrat entre des exploitants miniers, je fais d'abord, dans la clause règlement des différends, je conseille l'arbitrage. Et évidemment, comme dans la plupart des cas, il s'agit des investissements étrangers qui sont soit gérés par la Convention des Surdites, donc je préfère proposer l'arbitrage que d'amener les litiges devant nos juridictions, qui sont gangrénées par la corruption, tout ce que vous savez.
Donc je pense que après ces travaux, il y aura des solutions qui seront menées et ça va amener à ce que les investisseurs qui arrivent au Congo puissent avoir confiance en notre justice, puisque non seulement, des fois quand nous allons en arbitrage, il arrive que des décisions soient rendues soit en faveur de la RDC ou en faveur de l'investisseur. Mais très souvent, nous devons l'avouer, c'est souvent en faveur de l'investisseur, puisque bon, nous ne faisons pas toujours des choses correctement, nous faisons des choses en violation de la loi, c'est qu'il nous vaut des condamnations au niveau de l'arbitrage à l'international, et puisque la RDC a ratifié la Convention de New York, qui a pour conséquence justement la ratification des décisions arbitrales rendues à l'étranger, mais lorsque nous revenons ici, il se pose déjà d'ailleurs encore des problèmes pour obtenir l'application ou l'exécution de la décision qu'on gagne à l'étranger. Donc le problème n'est toujours pas résolu. Donc ici, je viens exprimer le vœu de voir notre justice faire correctement son travail. Puisque la justice élève une nation, la justice, c'est elle qui est le socle pour qu'on puisse mesurer un état de droit. Et si nous avons une justice déjà qui fait correctement son travail, ça va encourager les investissements, ça va amener à ce que déjà les Congolais que nous sommes, nous puissions bénéficier non seulement de ces gigantesques avantages que nous avons d'avoir un pays qu'on appelle standard géologique, ça va permettre à ce que chaque Congolais puisse vivre décemment et puisse avoir le minimum vital. Bon, je vais déjà pouvoir m'excuser. Peut-être des personnes qui auront des questions, on pourra les faire. Je vais tenter de revenir en fin de journée, puisque je suis obligé d'aller diriger une réunion au Parlement. C'est aussi une obligation que j'ai. Mais je tenais quand même à faire ma présentation. Mais je vous promets de revenir pour des échanges. Donc je pense que j'aurai fini, si vous êtes encore là, je vois les programmes, qui va jusqu'à 19h je pense. Et je pense qu'autour de 17h je serai déjà venu, puisque je vais faire en sorte que je termine. Oui, mais je vois les programmes. Donc je termine la réunion, c'est aussi important, puisque c'est des questions qui touchent la santé des Congolais. Donc je dois aussi aller aborder ces questions-là à l'Assemblée. Je vous remercie. La vice-ministre et le ministre Lendo Sakombi est invité à ces assises pour contribuer au thème central qui est « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade et quelle thérapie pour la guérir ?» Honorables députés, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingués invités et participants, nous sommes là aujourd'hui pour aborder le sous-thème « La réforme de la justice dans la protection et la valorisation de la souveraineté nationale dans l'exploitation des ressources nationales en hydrocarbures ». Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre gratitude pour l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui de participer à ces états généraux de la justice congolaise. Notre thème, qui traite de la réforme de la justice dans la protection et la valorisation de la souveraineté nationale dans le domaine des hydrocarbures, revêt une importance cruciale pour le développement économique et la stabilité de notre pays. En effet, la justice et la souveraineté de l'État dans l'exploitation de nos ressources naturelles sont intimement liées. Nous allons commencer en premier par l'état de la question. Pour commencer, rappelons-nous que l'article 9 de notre Constitution du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, consacre de manière solennelle la souveraineté permanente de l'État congolais sur ses ressources naturelles.
cet article dispose que l'État exerce cette souveraineté sur le sol, le sous-sol, les eaux, les forêts, ainsi que sur ces espaces aériens, fluviaux, lacustres. Nous avons la contribution à la problématique soulevée, à savoir la thérapie de notre justice dans le secteur des hydrocarbures. L'importance de la justice pour garantir cette souveraineté et valoriser nos ressources est indéniable. Cependant, plusieurs préoccupations nous interpellent et j'aimerais les aborder avec vous dans 3 dimensions essentielles. La première dimension, c'est la réforme de la justice, gage de la souveraineté de l'État dans le secteur des hydrocarbures. Pour que l'État congolais puisse pleinement exercer sa souveraineté sur ses ressources, il est primordial de disposer d'un système judiciaire performant et impartial. Or, notre système judiciaire est confronté à des faiblesses structurelles telles que la lenteur des procédures, le manque de transparence, la corruption, l'impunité, etc. Et ces dysfonctionnements, très chers participants, affectent gravement le climat des affaires et limitent l'attractivité du secteur des hydrocarbures pour les investisseurs de qualité. Ainsi, en reformant la justice pour en renforcer la sécurité et la transparence, nous créerons un environnement juridique stable, un pilier essentiel pour attirer des investissements de qualité. Cette réforme renforcerait également la souveraineté de l'État, car un système judiciaire fort permet de garantir le respect des règles établies, d'assurer l'impartialité des procédures et d'instaurer la confiance des opérateurs économiques. Deuxième dimension, les mécanismes de prévention et de règlement de conflits liés à l'exploitation des ressources en hydrocarbures. Pour prévenir les litiges et assurer une exploitation harmonieuse des hydrocarbures, plusieurs dispositifs ont été intégrés dans nos conventions pétrolières. En matière de prévention, nous avons le comité de suivi et le comité de concertation pour les interventions sociales qui offrent un cadre qui permet à l'État et aux entreprises pétrolières ainsi qu'aux communautés locales de se rencontrer pour discuter des questions liées à l'exécution des contrats. Et depuis le 25 mai 2023, la République démocratique du Congo est également membre de l'initiative des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme dans l'industrie extractive. Une initiative qui encourage le respect des droits de l'homme et de la sécurité dans les opérations extractives, offrant ainsi un cadre de dialogue tripartite entre le gouvernement, les entreprises et les ONG. En cas de litige, notre législation privilégie d'abord le règlement à l'amiable. Toutefois, si cet arrangement à l'amiable échoue, les voies de recours comme l'arbitrage international ou l'expertise technique sont prévues pour résoudre les différends de manière équitable et rapide. Et enfin, troisièmement, les perspectives pour l'efficacité de la justice dans le secteur des hydrocarbures. Pour que la justice puisse réellement contribuer à la protection et à la valorisation de notre souveraineté, elle doit être crédible, fiable et efficace. Bien que l'arbitrage international soit une voie privilégiée pour le règlement des différends dans ce secteur, il est essentiel que le droit congolais demeure applicable, notamment pour l'exécution des sentences arbitrales. Un renforcement de la coopération entre le secteur des hydrocarbures et la justice est, en ce sens, essentiel pour inspirer la confiance des investisseurs et affirmer la souveraineté de l'État. Cela exige une formation spécifique pour nos magistrats afin qu'ils soient mieux informés des spécificités techniques et juridiques du secteur des hydrocarbures. De plus, la mise en place d'un cadre de dialogue permanent entre le ministère de la Justice et celui des hydrocarbures serait un atout majeur pour une gestion optimale de nos ressources. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingués participants, pour finir, je tiens à souligner que la réforme de notre système judiciaire
est une démarche stratégique pour renforcer la souveraineté de l'État et valoriser nos ressources en hydrocarbures. Une justice reformée, crédible et efficace permettra non seulement d'optimiser la gestion de nos ressources, mais aussi de garantir un climat d'affaires attractif pour les investisseurs de qualité. Ainsi, je vous invite tous à soutenir cette vision pour bâtir une justice au service de notre développement, de notre peuple et de notre souveraineté. Ce que nous faisons aujourd'hui pour reformer notre justice aura des répercussions profondes sur l'avenir de notre pays et sur la prospérité des générations à venir. Je vous remercie. Les églises, comme l'a dit le révérend pasteur, ne sont pas là par rapport à la gouvernance, ne sont pas là pour combattre, ne sont pas là pour soutenir tout ce qui se fait, mais ils sont là pour accompagner. Et l'accompagnement de l'Église, c'est aider les dirigeants à gouverner de façon à ce que les concitoyens qui sont les brebis pour les pasteurs vivent dignement. Donc, quand l'Église combat, entre guillemets, quand l'Église s'engage pour la bonne gouvernance du pays, elle ne fait pas la politique, mais elle accompagne l'État à bien diriger le pays. Que ce soit bien entendu. Alors, au niveau des confessions religieuses, beaucoup de questions ont été posées. D'abord, je voulais saluer la complémentarité des intervenants. Quand notre frère Dodo Kamba a exposé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous avez évolué ou je vous comprenais mal? Tellement que j'ai été fasciné par son intervention. Je lui ai dit. Mais j'arrive à la conclusion que nous, les hommes de Dieu, si nous sommes libres, si nous sommes nous-mêmes, si nous sommes fidèles à notre mission prophétique, si vous allez dans la Bible, vous trouverez que les relations entre les rois et les prophètes étaient tendues. Et c'est normal, ce n'est pas l'opposition. Les prophètes étaient là pour aider les rois. Attention, là vous êtes en train, ce que vous faites, Dieu n'est pas d'accord avec. Ce que vous faites, ce n'est pas bon pour l'un, ce n'est pas combattre. C'est la meilleure façon d'aimer pour un prophète, pour un homme de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas ensemble? Les problèmes sont aussi. Je crois qu'on exagère un peu par rapport à cette dimension. Nous n'avons pas vraiment fondamentalement de problèmes entre les confessions religieuses. Je vous dis par exemple, nous nous retrouvons régulièrement dans le conseil consultatif de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales. Nous nous retrouvons régulièrement avec les musulmans, les protestants. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Les problèmes se posaient, je ne vais pas aller dans le détail, l'Église catholique, ensuite l'Église protestante. Si vous suivez de près d'ailleurs, les problèmes arrivent quand arrivent les élections, quand l'homme politique s'interfère. C'est pour cela que de notre côté nous avons dit, on peut se réunir pour prier ensemble. On peut se prier pour trouver des solutions d'ordre sécuritaire. On peut être ensemble pour aider la population. Mais être ensemble dans le... Comprenez ça, je crois que c'est quelque part normal. Il y en a qui, parce que nous croyons tous le même Dieu, mais différemment, n'est-ce pas? Et l'unité ne peut se faire que dans la diversité. Il y en a qui, dans leur doctrine sociale, toute autorité vient de Dieu. Donc on ne peut pas dire non, mais on ne peut pas critiquer ce que l'autorité dit. Et nous sommes dans la mission prophétique où, tout en priant pour les dirigeants, tout en accompagnant le dérangement, on ne s'empêche pas dans tous les respects de l'aider à voir que non, là il y a quelque chose à changer. Alors c'est sur ces questions politiques-là, sociopolitiques, que nous n'acceptons pas d'être ensemble pour éviter justement les scandales. Parce que déjà, les doctrines sont différentes. Je me fais comprendre. Mais en dehors de cela, nous n'avons aucun problème.
Alors, évidemment, bon, quand on est en famille, hein, il y a toujours des revendications. Moi, je comprends qu'il y en a qui disent qu'ils réclament le même droit. Un papa qui a des enfants, qui a un enfant de 20 ans, qui a un enfant de 12 ans, qui à un moment donné dit non, dans cette saison, il faut avoir des vitamines. Ou s'ils sont malades, il faut des paracétamol. L'enfant de 12 ans peut dire à son père, pourquoi vous m'avez donné un comprimé et à lui vous avez donné des comprimés? Le parent dira, mais vous avez 12 ans, votre dose c'est 500 mg. Lui à 20 ans, sa dose c'est 1000 mg. Est-ce que le papa aura été injuste? Non. La justice n'est pas l'égalitarisme. La justice n'est pas le nivellement, s'il vous plaît. Donc je crois que... voilà, donc je laisse, parce que ce sont des questions, des autres pour répondre aussi. Alors, pour les questions qui concernent spécifiquement l'Église catholique, est-ce que l'Église catholique est une assemblée? Je dis non. C'est peut-être une découverte pour plusieurs d'entre vous. Jusqu'en 2020, on était au régime dans le rang de l'assemblée. Mais avec l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État congolais, qui est un accord international, nous ne dépendons plus. Je ne dis pas que nous n'avons plus rien à faire avec le ministère de la Justice, mais nous ne dépendons plus du ministère de la Justice, mais nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Donc, je comprends que, et là, c'est un accord qui a été signé par le président de la République et les papes, et qui a été validé au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Et dans cet accord, il ne faut pas éviter de faire la pêche à la ligne. L'Église s'engage à respecter l'État dans toutes ses prérogatives d'abord, et vice-versa. Alors, en ce qui concerne la question de l'arrestation, si vous lisez l'accord cadre par rapport à cela, les paragraphes qui précèdent engagent l'Église catholique à ne pas faire obstruction à la justice. Et je vous dis que nous sommes une des rares églises où les papes envoient même un cardinal en justice. Où on démet un évêque, comme on a eu dernièrement il y a quelques temps en France, là, s'il a couvert un prêtre qui a commis des bévues. Donc nous n'encourageons pas l'impunité, s'il vous plaît. Nous n'encourageons pas l'impunité. Le prêtre qui mérite la prison, il sera. Mais dans le cadre de cet accord de collaboration là, parce que l'Église, l'État est conscient de l'accord que quelqu'un a parlé de l'accord ici. Vous savez combien d'écoles, d'hôpitaux qui ont été construits pour le bien public sans un sou de l'État? Non, il y en a des milliers et des milliers. L'État est conscient. Donc ça, ce n'est qu'une disposition protocolaire qui ne porte pas obstruction à la justice. Alors, je crois que, bon, par rapport à l'habillement, donc, ne prenez pas ça pour une note polémique. Nous sommes en train de parler des défis et des perspectives. Dans le cadre des défis, il y a cette confusion aussi. Dans le cadre de ces défis, il y a une confusion aussi. Quand on gère les aspects par les associations, je crois qu'on tient compte d'abord même la loi sur les églises, on doit s'identifier. Et on a entre autres les logos. Les logos sont protégés, n'est-ce pas? Non. Un logo ne peut pas être dupliqué. Alors, il y a des églises qui sont traditionnellement épiscopaliennes. On ne dit pas que c'est le monopole de l'Église catholique. Il y a les anglicans, il y a les orthodoxes, il y a d'autres églises de branches protestantes, mais qui sont épiscopaliennes. Alors, c'est question d'être fier de ce que l'on est soi-même. Alors, maintenant, ça devient une confusion. Tout le monde veut s'habiller comme tout le monde. Alors, on ne sait pas distinguer dans la rue qui est qui. L'État doit... Alors, j'entends, et ce sont les mêmes personnes qui vous disent pourquoi vous priez le chapelet, où est-ce que dans la Bible on a dit qu'on doit prier le chapelet, et où est-ce que dans la Bible on a dit qu'on doit porter la calotte et la ceinture blanche avec... Voilà,
une question écrite, toutes les réformes préconisées dans les cadres généraux nécessairement soit révision de par rapport à la Constitution. La position des évêques catholiques est ceci. Les évêques reconnaissent la pertinence de certaines questions qui méritent d'être réfléchies et qui éventuellement méritent d'être révisées. Mais ces questions d'opportunité, vous avez souligné le problème de moyens. Quand les évêques ont vu les chefs de l'État pour échanger là-dessus, les chefs de l'État, vraiment, il était lui-même alors. Il a bien réagi. Il dit oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens de la revue du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de pas donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, donc, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Merci. Presque tous les textes dont le pays dispose aujourd'hui, s'ils étaient bien appliqués, le pays